L'histoire commence dans un monde où l'équipement est tout, et le choix du bon équipement est une question de choisir le chemin de la vie. Cela peut sembler simple, mais parfois ces parties d'équipement finissent par s'en tenir à votre corps pour toujours, sans aucun moyen de les retirer. Notre héros, Nurata, est un garçon fragile qui est en blague et battu par un groupe d'aventuriers dans les aventuriers de la ville de Mahali. Tout ce qu'il a fait était d'oser demander le paiement de ses services. Et au lieu de recevoir toutes sortes de compensations, les intimidateurs ne l'utilisent que comme appât pour attirer des monstres, mettant leur vie en danger. Le chef de groupe, tout plein de vous-même, se vante d'être un aventurier de rang B, avec 3 créneaux d'équipement, avant de saisir Noroha par le col et de crier avec lui pour connaître sa place. Puisqu'il n'a pas de créneau. Incapable de réagir, Noroha s'excuse simplement, juste d'être jeté de côté avec sa tête frappant le sol, se demandant s'il mérite vraiment ce type de traitement. Après avoir pris tant de cruauté à maintes reprises, il a renoncé à se défendre, et ses émotions sont tellement effacées qu'il ne ressent ni honte ni humiliation. Le chef du groupe d'intimidateurs intervient à Noroha comme s'il s'agissait d'un sac de riz jeté, avant de le donner fièrement frappé fièrement, disant que cela soulagerait au moins leur fardeau. Pour Noroha, c'est devenu une routine si commune que les gens, de manière moqueuse, ils l'ont couronné du titre de Noroha, 0. La scène change alors, et le pauvre garçon, avec un garçon, se retrouve à regarder la fenêtre d'un magasin d'équipement. En pressant son visage contre le verre, il rêve du jour où il peut enfin utiliser une armure brillante exposée. Dans ce monde, l'équipement est tout, et même des éléments comme les écritures. Les outils d'écriture et les livres sont classés de cette manière. Cependant, le simple fait d'avoir ces articles ne signifie rien à moins que quelqu'un ne puisse susciter le pouvoir latent en eux. Cette puissance ne peut être libérée que lorsque l'équipement reconnaît son propriétaire. Sceller le lien grâce à un contrat d'âme réussi. De plus, il y a une autre complexité. Le nombre de contrats d'équipement que quelqu'un peut former est défini à la naissance et est étiqueté comme des emplacements d'équipement. Qui n'a qu'un seul emplacement est considéré comme des ordures, tandis que ceux qui en ont 2 sont un combattant décent, ont 3 emplacements, comme le Vargon avant. Marque la personne comme un guerrier expérimenté. Il y a aussi des gens qui sont nés avec jusqu'à 7 créneaux et sont acclamés comme des héros de l'humanité. Noroha, infâme parmi les pattes comme Noroha, 0, pour leur manque total de créneaux d'équipement. On le trouve face à un autre équipement. Au moment où sa main la touche, l'article tombe, et il s'excuse rapidement auprès du propriétaire du magasin, Yabuki, au lieu de gronder. Yabuki commente simplement que le regard sur l'article trop longtemps, il ne le convaincra pas de livrer une pièce aussi chère. Alors que Yabuki soulève une épée majestueuse, expliquant qu'il ne l'a pas encore évaluée. L'obsession de Noroha commence à se manifester. Bien que son cœur soit déjà dédié à son armure classée bien-aimée, sa femme, il ne peut pas arrêter de rêver du jour où il se mariera comme une magnifique lame que celle-ci. Soudain, Noroha écoute la voix d'une fille et regarde autour de lui, se demandant si elle apparaissait finalement l'équipement qui serait sa femme. Tes yeux se répartissent sur une petite poupée mignonne. Lui faisant se demander si sa voix venait de là. Outre la pensée de la tête, il se tourne vers Yabuki, avec un peu d'hésitation. Demander s'il a un équipement maudit dans le magasin. L'équipement maudit appartient à une catégorie notoire d'artefacts malins qui s'en tiennent à un aventurier à un touch et consomment l'une de leurs précieuses machines à sous d'équipement. Ils disent qu'à ce jour, aucune méthode n'a été trouvée pour supprimer ces éléments après leur lien. Le pire est le prix que vous devez payer, une condition requise en échange de la puissance qu'ils offrent. Lorsqu'on lui a de nouveau interrogé sur ces objets diaboliques, Yabuki devient sérieux et explique que parfois ils finissent par mélange avec le régulier. Mais aucun aventurier n'est assez téméraire pour les toucher sans réfléchir à 2 fois. Le voir entraver les poings avec une certaine expression. Le grand gars l'avertit de rester loin d'eux. Noro demande alors s'il dit cela parce que ces articles sont illégaux. À quoi Yabuki répond que le vrai problème est bien pire. Et il a vu d'innombrables aventuriers ruiner leur vie à cause de ces artefacts maudits. Et Yabuki essaie d'effrayer le garçon, avertissant que ceux qui peuvent survivre avec uniquement la perte de la santé mentale sont considérés comme chanceux, parce que le résultat habituel de contacter ces articles est la mort. Noroha ne tient pas compte de l'avertissement, refusant de tomber dans des histoires effrayantes. Mais Yabuki est toujours ferme, donnant des exemples d'articles maudits.
comme une arme qui tue quelqu'un au hasard, une poupée qui prend la vie de ceux qui la tiennent. Malgré ses meilleurs efforts, Yabuki soupire, réalisant qu'il n'y a aucun moyen de convaincre le garçon têtu de rester loin de ces artefacts dangereux. À contre-cœur, il révèle le secret de la tombe sans retour, mentionnant que, d'après ce qu'il sait, un coffre au trésor est au fond et serait contenant du matériel maudit que personne n'a osé explorer. Le grand gars de Noroha se moquant que s'il est tellement excité par l'équipement maudit, il pourrait essayer de voler cet article, bien que les chances de mourir avant d'atteindre la poitrine soient énormes. Yabuki poursuit, faisant valoir que ce ne serait pas une si mauvaise chose qu'une personne le dérange moins tous les jours, écoutant tout. Il est juste numéroté, fait une révérence pour payer ses respects et c'est parti. Quand il part, il est excité, totalement déterminé à attraper cet équipement maudit. Bien qu'il comprenne les risques impliqués, il est impatient d'avoir son équipement seul. Les gens l'appellent Noroha, 0, parce qu'il n'a pas de créneau. Mais la vérité est qu'il a gardé un secret. Il n'est peut-être pas en mesure d'équiper quoi que ce soit, mais ce qu'il a caché tout ce temps, ce sont ses créneaux. Ouvrant le panel des aventuriers, il révèle les 9990 nus écrits à la fin. Son statut peut être pire que les aventuriers moyens, mais leur capacité est au-delà de tout ce qui est d'imaginer. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles semblent. Dans votre machine à sous, un accessoire maudit qui ne lui permet uniquement de faire équipe des articles maudits, rendre son nombre absurde de créneaux presque dénué de sens. La partie la plus étrange est que Noroha n'a aucune idée de comment ni quand il a mis fin à cet article. Il ne sait pas non plus comment il est ni où il est dans son corps. Sachant que vous pouvez équiper autant d'articles que vous le souhaitez. Tant qu'ils sont maudits, il se souvient d'un souvenir flou de son passé. Quelque part au fond de ses souvenirs, il se souvient vaguement d'une femme disant qu'un jour il sera plus fort que tout autre. Ces mots ont servi de fil d'espoir pour Noroha, lui donnant une lueur de motivation pour passer à autre chose. Il se souvient toujours de la femme lui demandant de chercher du matériel maudit et de la sauver. Se sentant à nouveau déterminé, il attend demain pour arriver. Lorsque l'aube se casse, il se faufile derrière son ancien groupe, les suivant au tombeau sans retour. Un donjon de rampe et sachant qu'atteindre les profondeurs du donjon seul est pratiquement impossible pour un faible comme lui. Il décide que le meilleur pari est de profiter d'un groupe fort. La chance semble être à vos côtés, car le chef du groupe est le plus fort aventurier de la ville. Étant donné qu'ils ont déjà exploré ce donjon hier, Noroha pense qu'ils doivent planifier de tout nettoyer cette fois. Votre meilleur jeu est maintenant de rester dans leur ombre, laissant Abram marcher sur le donjon alors qu'il attend le moment idéal pour attraper l'équipement maudit pour lui-même. De nulle part, un vieux squelette de mauvais rang apparaît et attrape le bras de Noroha. Réalisant qu'il pourrait perdre le groupe rapidement, Noroha tire une épée en bronze qui ne peut même pas équiper. Pensant que son entraînement serait suffisant pour y faire face, il essaie de souffler pour étourdir son squelette et courir. Mais l'animal ne bouge même pas. Au lieu de cela, il le frappe et jette Noroha contre le mur. L'épée de Noroha est complètement brisée. Et avant de pouvoir penser à un plan de sauvegarde, le squelette apparaît devant lui. La vision effrayante fait courir le garçon comme si sa vie en dépendait. Alors qu'il quittait Dungeon, Noroha se demande si le groupe a déjà nettoyé l'endroit. Il regarde son épée cassée et ressent une vague de déception. Même ne pas pouvoir l'équiper, il a pris des années pour collecter des fonds et acheter cette arme de niveau en bronze. En se conformant au fait que même pas un monstre plus faible qu'il pouvait vaincre, il décide finalement d'abandonner son rêve. La réalité frappe dur, et il commence à croire que ce sera toujours un 0. À ce moment, une énorme explosion tremble le sol. Il se tourne et voit tout le magasin de Yubuki réduit en décombres, ainsi que son armure d'adamantium bien-aimée. Mais lorsque vous voyez Yubuki indemne, sentez un soulagement et se précipitez rapidement pour le sortir de l'épave. Yubuki lui dit que c'est le travail du groupe qui a perdu la tête après avoir contacté l'équipement maudit du tombeau sans retour. Lorsque Noroha voit le chef de groupe devant lui, il se demande si c'était le visage d'un tel équipement maudit. Yubuki le fait courir le plus loin possible. Avertissement que la cachette ne le sauvera pas d'un ennemi qui a imposé des équipements maudits. Pendant ce temps, il prend un bouclier et une épée des décombres et fait un contrat d'âme avec eux, tendant sa main au petit garçon. Il le rassure, disant qu'il a fait pire et le retirera de cela. Mais avant même que Noroha puisse atteindre sa main. Il regarde horrifié tandis que le chef de groupe coupe Yubuki en un instant, répandant son corps en morceaux. À l'approche du leader corrompu, tout le corps de Nuku a conduit à voir la mort s'approcher. L'homme le prend par le col et le soulève facilement du sol.
Pendant un moment, Noroha pense à essayer de s'échapper, mais se contrôle. Il se rend compte que même s'il pouvait s'échapper, il reviendrait à la même vie misérable qu'auparavant. Avec cette pensée pesant sur lui, il se rend calmement lui-même, acceptant son destin sombre. Ferme les yeux, attendant une mort sans douleur. Cela ne prend pas longtemps. Tout sort dans l'obscurité jusqu'à ce qu'un bruit de bâtiment fort le fasse se réveiller. Alors qu'il ouvrait les yeux, il remarque que le soleil se couche déjà, indiquant clairement qu'il dormait plus de 10 heures. Une voix familière vient à ses oreilles, et il se rend vite compte qu'il est le même qu'il a entendu de cette poupée dans le magasin Yabuki. La poupée impatiente le lance pour se lever et l'équiper. Lorsque Noroha est toujours surprise, la poupée devient encore plus impatiente. Dire que même un idiot désemparé serait en mesure d'équiper un élément maudit comme elle d'une simple touche. Essayant de la rendre plus tentante, elle dit toujours qu'elle est disponible pour une durée limitée. Faire de Noroha se demande si elle a toujours des frais cachés. Voyant l'équipement maudit qu'il attendait si bien devant lui, Noroha ne peut pas éviter et approche. Mais avant de l'atteindre, le corrompu se jette contre la poupée tandis que Noroha pouvait à peine s'échapper. Il pense que la poupée était déjà. Mais à sa grande surprise, elle trouve ses jambes sortant des décombres. L'attaque qui a détruit l'armure d'adamantium l'a à peine fait gémir de douleur. La poupée souligne que depuis qu'il s'est détourné de l'attaque, cela signifie qu'il veut vraiment vivre. Elle dit que si tel est le cas, il doit l'équiper immédiatement. En écoutant cela, Narua commence à penser à sa vie et était sur le point d'abandonner. Mais alors les paroles de sa mémoire de la femme résonnent dans son esprit. Si vous saisissez la dernière étincelle d'espoir qui reste, il étend sa main et prend la poupée. Soudain, Naro est frappé par un mal de tête insupportable. Avant de voir s'enfoncer dans le vide à côté de la poupée. La prochaine chose que vous savez, c'est que vous êtes allongé dans les décombres du magasin, luttant pour vous lever. Le système donne un avertissement. Fournir des détails sur la poupée, révélant que son nom est Jinx Strao, et elle fait partie de la série Cursed Seven Dolls. Cependant, il est livré avec une condition, efface complètement le statut de la chance de son propriétaire. Noroha se demande si tout le chaos qu'il vient de passer était en fait un contrat d'âme. Mais la pensée de finalement que pour quelque chose soulève votre humeur. Pendant ce temps, Jinx commence à danser, célébrant sa nouvelle capacité à se déplacer librement. Sans perdre du temps, Noroha essaie de voir s'il peut retirer la peste ennuyeuse. Mais il constate qu'elle est collée à lui comme un tutoriel obligatoire. Lorsque Noroha appelle la poupée par le prénom, elle commence immédiatement un débat. Offensée par lui étant si informelle. Mais au moment où il essaie de l'appeler de Miss, elle change totalement son attitude, se pensant, disant que maintenant il est trop formel. Jinx explique alors ses compétences, qu'elle appelle l'enlèvement de l'équipement. Elle dit que cette capacité déforme la logique du monde et permet à quelqu'un de dépasser les restrictions du système. Elle explique également qu'avec son pouvoir, il peut facilement voler des équipements déjà équipés par d'autres. Soudain, une clé apparaît dans la main de Narua, et la poupée le coule, criant qu'il la collait dans son cœur si elle veut renverser sa mort. Sans une autre option. Naro correspond à la clé de son cœur, libérant les pouvoirs démoniaques de la série de poupées maudits. Tout autour de lui est flou. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que vous vous réveillez avec Jinx jetant une pierre directement dessus. Naro se réveille et trouve l'épée maudite du niveau S, vitreuse, dans sa main. Jinx l'avertit que l'épée est parmi les plus puissantes. Même à l'intérieur des articles maudits et a toujours de la place pour grandir. Le visage de Noroha illumine alors qu'il admire la beauté du pistolet. Faire de Jinx muter qu'il n'a jamais reçu ce type de traitement lors de sa première équipée. Jinx commente ensuite qu'il est heureux pour lui, étant donné qu'il n'aura plus besoin d'être un zéro. Elle déclare avec confiance qu'il deviendra le plus puissant. Et ses paroles se mêlent à la voix de la femme dans les souvenirs de Norua. Elle étend sa main, lui demandant d'arrêter de douter de lui-même et de s'assurer qu'il a le potentiel de devenir ce qu'il veut. La scène change et Naro est assis dans les décombres, déplaçant la destruction de sa ville, qui a été réduite en ruine par un seul équipement maudit. Cependant, sa tristesse est brusquement interrompue lorsque Jinx prend les sous-vêtements du chef du groupe et la soulève, soulignant qu'elle est dorée, laissant sa ville natale derrière. Narua pense au risque de rester, sachant que l'équipement maudit qu'il utilise maintenant peut apporter encore plus de problèmes aux gens. Mais maintenant qu'il est parti, il se demande ce qu'il devrait faire ensuite. Voyant son expression mélancolique, Jinx demande s'il est comme ça à cause de la faim. Et puis mettait un grand sourire, essayant de le remonter le moral. Elle fait même des visages idiots pour tenter de le faire rire, mais quand tous ses efforts échouent,
Elle finit par se fâcher contre lui. Naruhara se rend soudain que pour la première fois de sa vie, quelqu'un se soucie vraiment de lui. En marchant dans la forêt tranquille. La paix ne dure pas longtemps, car un énorme ours maléfique de Hank apparaît de nulle part, probablement à la recherche de nourriture. La peur s'occupe de Naruha, qui dit à Jynx qu'ils doivent s'échapper immédiatement, mais elle l'empêche. Insistant sur le fait qu'il soulève sa nouvelle épée maudite et coupe le monstre en morceaux. Se souvenant de l'état de Blue Licker, il hésite, mais le grand ours ne lui donne pas un moment pour réfléchir, le forçant à dessiner l'épée. Réticent. Au moment où l'épée est débarquée, Noroha ressent une douleur pulsante et sa conscience change, le conduisant à un état de fureur. Dans cette frénésie incontrôlable, il part directement vers l'ours maléfique. Juste pour vous réveiller plus tard, sans souvenir de ce qui s'est passé. Jynx rapporte qu'il a vaincu le monstre, mais il a du mal à croire en ses mots. Pour la première fois de sa vie, il a vaincu un monstre seul. Cependant, vous ne vous souvenez de rien après avoir retiré l'épée. L'idée de perdre le contrôle et la fureur vous inquiète. Mais heureusement, le résultat s'est avéré être parfait à l'écouter, tout ce que la poupée soutient que tout semble trop beau pour être vrai. Non seulement le garçon peut avoir autant d'équipements maudits qu'il le souhaite. Mais cela s'est également terminé avec elle et l'épée légendaire dans l'épée, classifiée triple S, gratuitement. Naruha commence à penser qu'elle a raison et essaie de comprendre comment tant de coïncidences pourraient se produire. Soupçonnant que quelque chose ou quelqu'un peut être derrière. Jynx souligne alors que même si quelqu'un manipule Noroha, tout ce qu'il a besoin de faire est de devenir plus fort que cette personne. Et elle le convainc, disant que s'il meurt, elle sera malade aussi. Le problème est qu'elle ne pouvait plus profiter de ces délicieux repas dans les restaurants gastronomiques. Avec notre gars déjà convaincu, elle suggère d'explorer un donjon, arguant que cela pourrait le récompenser avec plus d'armes maudites, car l'épée seule ne suffira pas. La pensée vire le héros, qui se souvient qu'il a des créneaux infinis pour des équipements maudits qu'il peut seul utiliser. Voyant un Jynx déterminé, Noroha accepte et l'emmène. Quand il arrive à la guilde des aventuriers de la ville des Giants, Jynx se met en colère, disant qu'il a été trompé, car il n'y a pas de donjon là-bas. Noroha essaie de calmer la fille, expliquant qu'ils doivent prendre des dispositions au lieu d'aller directement au donjon. Il explique qu'il a besoin d'une permission de guilde, sinon, leurs noms peuvent s'arrêter sur la liste des recherches. Jynx répond qu'il pense que c'est procédure stupide et ennuyeuse. Ce qui fait que Noroha réalise que les gens peuvent trouver étrange de voir une poupée assise sur son épaule. Lorsque le garçon entre dans la salle de la guilde, il commence le rire général, avec tout le monde lui disant de chercher un autre endroit pour jouer avec des poupées. Noroha court vers le comptoir pour faire les documents, sachant qu'il ne pourra pas le gérer longtemps. Le contre-préoccupant semble préoccupé et souligne que le donjon dans lequel il veut venir provient du rang S. Alors qu'il est du plus bas rang, en pensant rapidement, Noro invente une excuse, disant que c'est juste un chargeur à bagages qui explore la zone pour essayer d'être embauché par une grande équipe. Le préposé croit en quelque sorte. Mais le faire savoir. Rappelant que la guilde n'a pas de ressources pour sauver le corps d'un aventurier de rang dans un donjon lorsqu'il y avait une mention du ranger. Un grand homme chauve s'approche du comptoir. Noroha pour avoir pensé que les donjons sont un parc d'attractions où il peut jouer avec des poupées. Noroha s'agenouille rapidement et s'excuse. En espérant que le gars le laisse tranquille, mais la brute s'approche et essaie d'obtenir la poupée. Jynx frappe bientôt sa main, l'avertissant de ne pas la toucher. Noroha chuchote se précipita vers Jynx, lui demandant de se taire. Le grand gars pense que Noro est une sorte d'artiste de marionnette et qu'il faisait parler la poupée. Il trouve Noro intéressant et offre même une place en tant que chargeur à bagages pour son équipe de rang B, se moquant qu'il serait un grand bouclier et un appât pour les monstres. Jin répond avec ses coups caractéristiques, frappant d'abord puis donnant un coup de pied au grand gars, le frappant au sol. Noroha soupire de la frustration. Se souvenant d'elle qu'elle lui avait dit de ne pas parler, mais la poupée a contré en disant qu'il n'avait jamais rien dit de ne pas frapper. Réalisant que tout le monde devrait le trouver une sorte de bizarrerie dangereuse. Noroha se précipite vers le donjon connu sous le nom de Spider Passage. Tout en traversant le donjon, il demande son guide, la dame Doll, s'il est sûr pour lui d'utiliser la liqueur de sang si l'endroit peut s'effondrer. Et Jynx le rassure, expliquant que les donjons eux-mêmes sont des équipements de rang et qu'un autre élément de rang comme l'épée ne peut pas les endommager. C'est nouveau pour Noroha, car il n'a jamais imaginé que les donjons étaient de l'équipement. Et donc, il finit par marcher sur un web, à mesure que la scène change.
Noroha est vu être persécuté par des monstres d'araignées tandis que lui et Jinx partagent par coïncidence une profonde haine pour les insectes. Jinx donne le feu vert et Noroha se retourne rapidement, donnant à sa liqueur de sang. Entré en mode berserker. Il se perd au combat, puis se réveille par terre, après avoir renversé toutes les araignées. En hausse, continue, créditant tout son succès à Bloodweaker. Bientôt, il se rend compte qu'il est monté au niveau des 30 ans et est à nouveau devant la chambre du boss, commentant qu'un seul pistolet était suffisant pour y arriver. Jinx le corrige, disant qu'il a tort de penser que c'était juste à cause d'une arme à feu. Puisqu'il est vraiment fort. Elle fait l'éloge de ses compétences avec l'épée et sa profonde compréhension des monstres et des pièges, disant que ses compétences complètent parfaitement la puissance de son équipement. Même si le cerveau rouillé est en retard. Lorsqu'elle le déclenche pour répondre, Noro admet qu'il a honte des compliments. Parce qu'il n'y est pas habitué. Jinx informe ensuite qu'il est sûr qu'il trouvera du matériel maudit à l'intérieur de la salle du boss, expliquant qu'ils ont tendance à être plus forts que l'équipement normal et que plus le donjon est fort, le rang de l'équipement est élevé. Elle explique également que l'équipement maudit a toujours été considéré comme le plus fort. Mais les gens les utilisaient mal, les donnant aux esclaves et les obligeant à provoquer le chaos dans les ennemis. Elle ajoute que, comme ces éléments sont très puissants, ils sont livrés avec des conditions. Mais avec les bonnes combinaisons, ces revers peuvent être facilement annulés. Présence, Jinx déclare qu'il est à côté de lui pour une raison et est né pour accueillir l'équipement maudit. Noroha se demande s'il y a un équipement plus puissant que son épée de sang latent. Il entre dans la chambre du patron et trouve un énorme monstre d'araignée humanoïde. Le porteur de la calamité, debout devant lui. Noroha sait que cette reine Spider n'est rien comparé à ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Il fait confiance à son épée, surtout après avoir grimpé quelques niveaux, mais reste prudent. Comment il a une défense faible? Un seul coup pourrait coûter votre vie. Dans cet esprit, il décide de donner le premier coup et court vers l'araignée monstre, débarquant son épée et se remet au mode berserk. Quand il revient vers lui, il trouve le sang de l'araignée se propage partout, coulant de l'épée, le monstre déjà vaincu. Jinx commande qu'il était prêt à entrer dans la bataille cette fois. Mais il n'a jamais imaginé que l'araignée était si faible. Cela dit, la petite poupée présente Noro à un coffre au trésor. Excité, il ouvre la poitrine. En attendant de trouver beaucoup d'équipements maudits. Mais, à sa grande surprise, après tous ses efforts, la grande récompense du donjon semble être une pure déception. Noroha essaie de comprendre l'étrange artefact, se sentir une vague de déception parce que tout était un duel de rang et savait à offrir. Jinx se souvient avec désinvolture que ses statistiques de chance 0 ont détruit la majeure partie du butin. Ignorant complètement le fait que c'est elle qui l'a maudit d'abord. En refusant de y penser beaucoup, le protagoniste est convaincu que la qualité dépasse toujours le montant. Quand Jinx souligne que l'artefact semble aussi fade et ennuyeux que lui. Noro le regarde comme si c'était ce coup de collège qui n'a jamais fait attention à lui et dit qu'il est absolument charmant. Jinx joue tout ce qui est mal en rouge et laisse son attitude arrogante de côté. Juste pour que Noroha la mette à sa place, versant des compliments poétiques dans la petite sphère avant de déclarer qu'elle est prête à lui mettre une bague. La petite dame se demande si elle est vraiment qualifiée d'équipement, mais Noro lui lance un dédain et dit qu'elle est plus qu'évidente. Il se demande en interne si la poupée de paille a une paille humide dans le cerveau. Puisqu'il ne reconnaît même pas les gens eux-mêmes. Sans hésitation, il ramasse l'orbe, juste pour lui de faire germer une masse de tentacules qui se recroquevillent dans son bras avant de forcer violemment son œil gauche. Jinx regarde horrifié que Noroha crie et s'effondre sur le sol. Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que votre œil gauche a maintenant été kidnappé par l'artefact, qui a été nommé cuir maudit. Lorsque Jinx demande nerveusement s'il va bien, Noroha prétend être bien et se concentre immédiatement sur la lecture de la description de l'article. La boussole maudite échange la vision d'un œil pour la capacité de pointer de tout ce que son propriétaire veut, cependant. S'il ne peut pas atteindre la cible en une semaine, la boussole n'hésitera pas à dévorer son cerveau. Jinx haussa les épaules et dit que ce n'est pas si mal tant qu'il utilise son cerveau non existant. Réalisant que l'artefact peut suivre n'importe quoi. Noroha considère brièvement l'utiliser pour trouver la femme mystérieuse de son rêve, celle qu'il devrait sauver. Mais au lieu de faire avancer et de faire un voyage sans retour au-delà, il décide de quitter cette idée plus tard. Avant qu'il ne y réfléchisse plus, Jinx est excitée et l'encourage à tester, lui demandant de la suivre. Quand elle se cache,
Elle est entrée dans le partage et la localise immédiatement derrière l'araignée Queen. En plus d'un léger mal de tête, la boussole maudite semble fonctionner de manière très directe. Bien que Jinx ait remarqué que le système ne se différencie pas si une cible est vraiment réalisable. Cela donne à notre gars ce moment géant du cerveau quand il pense à mettre une distance maximale. Puis il commence à tester sa théorie. Cela met un sourire arrogant dans le visage laid de Noroha, qui est convaincu qu'il a trouvé une brèche dans son artefact maudit superpuisé. Mais bientôt, il apprendra le moyen le plus difficile de ne pas être aussi simple. Excité de terminer la mission, Jinx envoie notre héros pour utiliser son nouvel œil maudit pour chasser le meilleur restaurant gastronomique de la ville. Mais Noru ignore sa demande absurde et entre dans le cercle de téléportation pour revenir lorsque les aventuriers sont soudainement entrés dans la salle du patron. L'épée chauve et ses gars sont gelés de choc, et essayant de poursuivre la reine de la classe S ont été complètement détruits par un seul visage. Sa mâchoire est presque décollée quand il se rend compte qu'il est le même bizarre qu'il avait vu dans la guilde. Supposé, il demande si Noroha a réellement suivi le patron. Avant que notre héros puisse penser à une réponse. Nous exposons à l'avant et se vantons de leur incroyable réalisation. Lorsque Noroha envoie sa fausse Barbie pour arrêter de parler, la chauve loue notre protagoniste pour l'exploiter. Demandez comment il a réussi à détruire le monstre S en tant que noble de classe G, totalement sans voix. Notre héros dit qu'il n'a fait que secouer l'épée comme toujours, mais il ne le croit pas, car le patron semble avoir été écrasé par Godzilla. Ignorant les gars de choc, Noro profite de la chance et part vers la ville. En arrivant à la guilde, la réceptionniste le salue et demande déjà le rapport. Mais il fait semblant d'être idiot et s'attend à ce qu'elle le laisse passer. Au lieu de cela, la femme serre les yeux et demande s'il a toujours utilisé ce look cyborg bon marché. Essayant de confirmer son identité. Dans une panique, Noroha détourne la question en disant que c'est un cosplay spécial de Dungeon Exploré qu'il utilise pour le plaisir. La réceptionniste décide de ne plus remettre en question et de passer à autre chose, en se rappelant qu'un rapport n'est pas nécessaire, car il n'aurait dû être en reconnaissance de l'entrée du donjon. Comme convenu. Mais notre gars répond super tranquillement qu'il a détruit tout le donjon. Sa tête prend du temps pour traiter cela. Et il gèle lorsque la puce tombe. Elle secoue la tête et donne cette touche de réalité en disant qu'elle n'a pas comme un gars de classe G pour nettoyer un donjon seul. Noroha se sent offensé, mais jette bientôt une pierre de magie directement des araignées à la table. Après quelques instants tendus, elle disparaît dans une chambre à l'arrière et laisse quelques secondes plus tard, s'inclinant profondément et s'excusant d'avoir douté de lui, regardant sa tête se faire frire si surpris. Noroha fait semblant d'être bon. Mais elle est toujours méfiante et commence à considérer qu'il a peut-être pillé le donjon. Arrêté dans le dilemme de la façon de nettoyer son nom, Noroha essaie de rejoindre un plan, avant de pouvoir décider. Une voix familière apporte un support. Ce n'est autre que l'épée chauve d'avant. Il prend une longueur d'avance et confirme que Noroha ne ment pas. Expliquant comment son groupe a trouvé tous les pièges et les monstres complètement détruits bien avant leur arrivée dans la salle du patron. Il diffuse la nouvelle parmi les aventuriers sur le nouveau Underdo qui a apparemment avalé un donjon de classe comme ça. L'homme chauve fait un sourire à Noroha et les causes, disant que c'est une vengeance pour la dernière fois qu'ils sont tombés. Entièrement convaincue, la réceptionniste fait la reconnaissance officielle et déclare qu'elle reconnaît maintenant notre héros. Même en faisant la promotion de Noroha, 0, pour la classe S, s'effrite cérébrale avec les nouvelles, essayant de comprendre comment sa promotion de vie est tombée sur ses genoux. 2 semaines plus tard, la scène se déplace vers notre duo se dénombrant dans un restaurant chic où Noroha commence à remarquer comment les gens lui chuchotaient là où il va. L'attention est suffocante et le personnel demande même des autographes, car il est l'un des rares aventuriers de classe du monde. Essayant de détourner cette pensée, il se tourne vers Jinx et dit qu'il est temps de se préparer à la prochaine aventure. Noroha dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'œil maudit, qui inquiète un peu Jinx. Mais il précise qu'il s'assurera que le rayon de recherche est le moins possible. En activant la boussole pour rechercher 100 mètres, vous ne trouvez rien. Alors, notre protagoniste augmente la distance jusqu'à ce qu'elle atteigne 1 kilomètre. Voyant à quel point le héros est excité, Jinx vibre pratiquement avec anxiété et lui dit de parler là où il est. Mais Noroha a presque une merde quand il lève les yeux et se rend compte que sa cible est un putain de dragon. Lorsque Jinx libère les mots qu'il craignait, se rappelant qu'il n'a que 7 jours pour renverser l'animal, elle lui envoie une prière pendant que notre héros part pour l'action. Le dragon qui vole autour de la ville sacrée du soleil, où l'après-midi était calme.
Jusqu'au moment où l'évêque qui a élevé Cécilia en tant que fille adoptive s'évanouit pour voir la fille se transformer soudainement en colossal et dragon qui détruit l'église et tout. Verset. Noroa voit le dragon sur le vol en utilisant l'œil maudit. De retour dans le présent, après avoir fait face à des paysages durs, notre protagoniste arrive dans la forêt enchantée, célèbre pour les bêtes mortelles autour. Pendant qu'il se prépare, Jinx est tout excité. Alors le Hendrus lui envoie au moins comme si elle s'en soucie. Il se souvient que s'il meurt, elle sera laissée pour compte. Mais elle se tape le dos et s'assure que tout ira bien. En allant plus profondément dans la forêt, il sent que l'aura du dragon se renforce. Il se souvient des rapports qui décrivent la bête qui a attaqué la ville du soleil sacré comme un dragon blanc comme la neige. Qui aurait kidnappé les saints? De plus, l'animal a fait minot au cœur de la forêt, ce qui signifie que l'équipement maudit doit être là, car les dragons masculins ont cette obsession pour accumuler tout ce qui brille. Jinx déploie le plan. Tout ce qu'il a à faire est d'entrer, de prendre ce dont il a besoin et de passer vivant, car un seul coup de dragon pourrait l'aplatir. Peu de temps après, au moment même où Noroa prie pour ne pas trouver le dragon. Son menton est presque décollé lorsque la créature apparaît juste devant lui. Notre mec se cache derrière un arbre, analysant le dragon qui a détruit l'église comme s'il s'agissait d'un château de sable, essayant de mettre un plan. Mais avant de commencer, une classe de gobelins ennuyeux apparaît de nulle part et commence à pisser le dragon blanc géant, qui a l'air plus doux qu'un lézard. Maintenant, écoutant le dragon leur demander de s'arrêter, le Noroa est à couper le souffle. Porte-poisse. Maintenant, repenser l'idée de ne pas se battre, suggère avec désinvolture qu'il est peut-être temps d'essayer une petite viande de dragon. Cependant, Noroa pense que la négociation avec le dragon peut être une option, puisqu'il a probablement plus d'intelligence que son partenaire. Ensuite, il a une idée et décide de tester la théorie du liquide du sang. Il semble que la fermeture des yeux en débarquant dans l'épée maudite l'empêche de perdre la santé mentale. Avec une légère touche de la lame sur le sol, une vague de choc explose et envoie les gobelins volant dans l'air comme des poupées en tissu, jetant presque le Jink avec eux. Avec les ravageurs éliminés, il s'approche du formidable dragon et la rassure. En disant que maintenant elle est en sécurité, la géante hésite, jette un coup d'œil puis commence à pleurer, le remerciant comme s'il venait de la sauver d'un méchant du film d'horreur. Agissant comme une écolière timide, elle admet qu'elle n'est pas bonne avec d'autres monstres. Noroa, ignorant l'étrangeté, se présente, et Jinx le suit. Mais à partir du moment où le géant voit la miniature de Jinx, elle va presque au-delà, pensant que c'est un autre monstre étrange. Après que Jinx s'est amusée aux dépens du visage du dragon, Noroa demande enfin où elle cache le trésor. En regardant son visage confus, le protagoniste se rend soudain que seuls les dragons masculins accumulent des trésors. Il commence à se promener autour d'elle, essayant de jeter un coup d'œil sous la couverture. Mais le géant répond de la manière la plus appropriée, la jetant à une autre dimension avec une seule gifle de queue. Après avoir chuté la tête sur le sol, notre gars, ne voulant même pas, demande pourquoi elle l'a frappé, s'il ne faisait qu'un coup d'œil. Cette question fait son pistolet et elle commence à grincer, se souvenant que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas humaine qu'il peut en profiter. Ensuite, elle est tout boudeuse, comme s'il s'était inscrite dans une fête ennuyeuse. Noroa essaie d'ignorer la douleur et de se concentrer sur le problème de la vie ou de la mort. Il rétrécit ses yeux, essayant de comprendre pourquoi la boussole maudite a soudainement changé de direction. Un mauvais sentiment l'envahit quand il se rend compte que l'œil ne pointe pas vers un trésor caché. C'est directement pour elle, le dragon boudeur devant lui. Il s'approche, comme si de rien ne s'était passé, et demande avec désinvolture si elle utilise du matériel maudit. La question prend la surprise et elle le nie avec toute la force. Mais Noroa n'achète pas cette histoire et active son astuce, libérant Jinx pour lui faire peur et forçant le dragon à révéler que l'accessoire de fleurs qu'elle utilise peut être exactement ce qu'il recherche. Dans le second où l'or maudit de Noroa est fixé sur l'ornement délicat, il s'éteint seul. Jinx explose de joie, célébrant le fait qu'il n'allait pas mourir seul au milieu de nulle part. Mais notre héros ignore la célébration. Pourquoi êtes-vous occupé à déclarer une poésie de niveau Shakespeare sur la beauté de l'artefact? Lorsque l'euphorie passe, il se rend compte que ce qui reste est de négocier l'équipement avec la Dragona, et son travail y a déjà été fait. Puis il touche et demande. Pourquoi une Dragona utilise-t-elle quelque chose pour les humains? Sans perdre la ligne, elle publie que dans Réal, elle est humaine.
En cela, les deux sont béants et libèrent une synchronisée jusqu'à ce qu'elle se présente en tant que Silo, le saint, alors qu'elle commence à raconter son histoire. La scène se transforme en un banquet à laquelle elle a participé une fois. Les invités entourent, offrant des fleurs et admirant leur beauté, remplissant la chaleur et les compliments. Soudain, l'évêque arrive et se souvient que, comme un saint, vous devez garder votre posture et arrêter de faire attention à chacun individuellement. Trouvant l'évêque un sac, Scylla essaie de la détendre, lui demandant de l'appeler Solu, comme elle l'a fait. L'évêque, cependant, il reste sérieux et avertit que si elle ne remplit pas ses responsabilités, un dragon maléfique l'emmènera, à la cellule. Recevoir un titre aussi prestigieux est pratiquement comme un symbole vide, et elle comprend qu'elle doit s'efforcer davantage pour vraiment se démarquer. Alors qu'il s'approchait d'une table, ses yeux tombent sur une belle coupe de cheveux agrafée là-bas, ce qui lui fait se demander qui aurait laissé quelque chose de si délicat et de beau. Elle remet en question de devenir plus belle et vraiment tout ce qui compte pour elle. Et avec cette pensée, elle prend la pince. Au moment où il le touche, un contrat unique est scellé, mais elle ignore, pensant que c'est juste une nuisance qui passe, ne sachant pas qu'elle est devenue une dragona. Elle entre dans le hall principal et voit bientôt tout le monde la regarder avec peur. Confuse, elle regarde la panique se propager, avec la foule criant de peur à cause du dragon parlant au milieu d'eux. Après avoir réalisé ce qui s'est passé, elle ne perd pas de temps et s'envole, s'échapper par le plafond. Pendant ce temps, lorsque les gardes informent l'évêque que le Scylla a disparu, elle suspecte que Dragona a kidnappé le saint. Il émet une mission d'extermination et la scène revient à nos jours. Noroa commente qu'il n'imaginerait jamais qu'une aussi énorme dragona était un saint et dit qu'il utilisera son œil maudit pour se confirmer. Après avoir vérifié la vérité et lui garantir qu'il croit en son histoire, le saint commence à pleurer, notant que personne d'autre pour faire confiance à sa douleur. À ce moment-là, Noroa se rend compte qu'elle n'est autre que le saint de la lumière du soleil, Silatuli, une silhouette suffisamment puissante pour renverser un royaume entier. Le poids de la situation le frappe, et il se rend compte à quel point le manque de respect la touchait. Noroa s'agenouille et demande le pardon, mais Dragona devrait être haussé les épaules et dit qu'il lui doit tout. Elle lui demande alors de l'appeler idiote. Noroa est d'accord à temps. Rendre le Silly si heureux que j'ai creusé un trou dans le sol. Ils se disputent ensuite des rumeurs, Silly en montrant comment les gens pensent qu'elle a été kidnappée. Alors que Noroa se concentre sur l'aliment de base maudit qui s'est retrouvé sur sa table, sachant qu'elle peut être à nouveau humaine lorsque l'équipement est enlevé. Noroa lui demande de dire les états de l'objet maudit. Sina explique que l'équipement maudit et la bête de classe ont la capacité de déclencher une métamorphose, forçant l'utilisateur à assumer le formulaire qu'il craint le plus. La seule façon d'annuler la transformation est de recevoir un baiser d'un vrai amant. En écoutant cela, Jik et Noroa conviennent que la condition est un sac. Noru souligne que quelque chose comme ça lui est impossible, car il n'a jamais appris ce que quelqu'un est. Pour lui, le mot amour ne devrait même pas exister. Le seul amour qu'il peut imaginer est pour son équipement. En serrant sa main, la dragona hésite et demande si l'équipement est vraiment si dangereux. Noroa et Jinx essaient de la calmer, disant que c'est juste une situation compliquée, mais maintenant qu'il sait que la pince est aussi un équipement. Il encourage, s'excusant auprès de la dragona. Il dit que même s'il ne peut pas encore se casser la malédiction, il s'assurera qu'il aidera. Jinx murmure à l'oreille, avertissant qu'il ne devrait pas s'impliquer. Parce que les gens peuvent se rendre compte qu'il collecte des équipements maudits. Mais Noroa, ne sachant pas qu'il est le maître de l'année, soutient qu'il ne peut pas simplement rester toujours en voyant la vie d'une femme se retourner. Jinx laisse échapper un profond soupir tandis que Noroa se tourne vers Dragona, suggérant qu'ils partent bientôt, car le groupe Hunter est déjà en route. Il explique que, en la recherchant, il a entendu dire que l'évêque avait rassemblé une grande équipe pour l'éliminer. Et les convaincre que Dragona est en fait Silly serait presque impossible car il pourrait l'attaquer en vue. Silly tremble d'anxiété en réalisant que son propre peuple veut la voir morte. Mais Noroa la réconforte avec une patte et promet de la protéger, quoi qu'il arrive. Au fond, cela ressemble à un geste noble, mais la vérité est que ses raisons ne sont pas si pures. Il s'avère que, à la fin, notre garçon est plus une piscine d'assurance à pied pour l'équipement maudit qu'un héros. Il ne perd pas exactement le sommeil avec le sort de Solu. Ce qui s'inquiète vraiment, c'est que si la dragona meurt, l'équipement maudit peut se terminer par la poubelle. Un bruit fort ne faisait soudainement pas de panique, pensant que l'armée est arrivée. Mais quand il regarde Solu, elle la voit tout gênée, car le son est venu de son ventre, qui ronfle avec affamé.
La scène change et Noroha cherchera des monstres comestibles, rencontrant bientôt 2 monstres dans le combat. Sans hésitation, il tire l'épée et les frappe rapidement, se souvenant de ce que Scylla avait dit. Il se rend compte qu'elle doit être pendant des jours sans manger. En utilisant son œil maudit, il commence à chercher des monstres plus comestibles dans la région. En voyant les monstres Mentor et Bigor tomber si facilement, Silly regarde Noroha sans croire et demande qui il est vraiment. Noroha déguise. Dire qu'il avait de la chance, car les monstres se rattrapaient déjà. Mais au fond, il connaît la vérité. Sa lame est tout simplement trop puissante, même lorsqu'il essaie de tenir. Après avoir tué les monstres, Noroha nettoie la viande dans la rivière suivante, puis fait des balles dans la cuisine, préparant un plat de beurre épicé et servant de Silly et de Jinx. À sa fin, il se souvient que Solu n'aime pas les monstres et peut ne pas profiter du repas. Mais la faim parle plus fort, et elle commence à manger, juste pour constater que le plat est incroyablement savoureux. Elle dévore la nourriture, avec des larmes de joie dans ses yeux. Commencer à parler de l'assiette comme s'il s'agissait d'une critique alimentaire mondiale. Pendant ce temps, le propriétaire de la porcelaine est là, mangeant le sirop du Mentor et disant qu'elle a un goût de crevette. Les voir se réjouir, Noroha sourit, se souvenant de la façon dont il a appris à cuisiner à l'extérieur pendant ses jours de rang où ses compétences étaient une question de survie. Il demande s'ils en veulent plus, les rendant encore plus heureux. Quand ils finissent de manger, il mentionne qu'il a répandu le sang et les os des monstres, ce qui devrait éloigner les créatures les plus faibles afin qu'ils puissent reposer en paix. Solu, cependant. Il soutient qu'il ne se sentirait jamais à l'aise de dormir près d'un homme et exige qu'il ne la regarde pas pendant qu'elle dort. Avant de pouvoir dormir, Jenk suggère une conversation avec les saints et demande si elle a un petit ami. Silu, avec confiance. Il prétend avoir des milliers et insiste sur le fait que cela pourrait en obtenir plus si je le voulais. En entendant cela, Nerua commence à penser que c'est peut-être un côté d'elle qui vaut mieux ne pas savoir. Il demande ensuite pourquoi elle ne demande pas à l'embrasser et à briser la malédiction. À ce moment-là, le visage de Solu devient rouge alors qu'elle soutient qu'elle devrait se marier en premier et ne connaît personne assez bien pour cela. Jinx se demande si elle comprend vraiment ce qu'est un petit ami, expliquant que cela signifie quelqu'un qu'elle s'entend vraiment. Solu, étant une poupée Barbie quelque peu distraite, pense juste avant d'annoncer finalement qu'il aime vraiment une dame, pointant vers Bishop. Cependant, en entendant cela, Noroha commence à avoir une idée de ce qu'il devrait faire ensuite. Silu admet alors que la seule chose qu'elle ait jamais eue était son apparence. Et maintenant que vous l'avez perdue, vous croyez que tout le monde le détestera. La voir anxieuse. Narova demande si elle aime toujours les habitants de Supol. Quand elle se sent, il décide de l'aider, se souvenant des seules personnes qui se souciaient de lui quand il en avait le plus besoin. Avec cette détermination, il étend sa main au dragon, jurant de trouver un moyen de l'aider. Pour aider les saints à récupérer leur humanité, notre dieu monte sur le dos à toute vitesse vers la ville sacrée de Supol. En volant dans le ciel, Madame Dragon demande à nouveau à Narua si elle reviendra vraiment à la normale juste avec un baiser. Il la rassure, disant que la malédiction ne précise pas que l'amour doit être romantique. Comme pratiquement tout le monde dans l'aspiration ou la macillule, un baiser rapide devrait résoudre. À l'approche du destin, notre héros est impressionné de voir qu'elle a pu transformer ce qui devrait être un voyage d'une semaine à minuit. À ce sujet, Jinx commence à se sentir mal, le faisant la supplier frénétiquement de ne pas vomir au milieu du vol, mais la poupée, à peine debout, soutient qu'une dame comme elle ne vomit jamais. Juste au moment où Narova lui dit d'en endurer un peu plus. Un cercle magique en dessous est activé et une pluie de stalactites de glace est libérée. Après avoir été indemne, Nerua regarde de plus près l'origine et voit une armée de soldats envoyés à Intlula. Le fait qu'ils soient si loin de la ville est un bon signe, car cela signifie probablement que les défenses de la ville sont bien dispersées. Cependant, c'est là que la dame raffinée So appelée s'effondre et libère une terreur sur les soldats ci-dessous. En faisant à l'avance, Nero regarde leur stratégie, réalisant que ces soldats utilisent la magie de la glace contre un dragon, car les créatures à coffre-fort deviennent des cibles faciles lorsque la température corporelle baisse beaucoup. Il conclut que la vitesse à laquelle cette force de chasse au dragon a été assemblée indique que cette attaque peut avoir été préméditée. Se battant contre le froid et la puanteur insupportable des chaussettes de Narova, Scylla veut pouvoir revenir en arrière. Mais cela va sur toutes les vitesses vers la ville. À l'approche de l'environnement, Naru leur conseille de faire attention. Mais la patience n'est certainement pas dans le vocabulaire de l'insulte. Et elle se lance de la tête alors qu'elle crie pour que tout le monde entende son histoire.
Elle n'a aucune idée de la façon dont un dragon plane à quelques mètres au-dessus semble terrifiant. La foule panique, avec des gens criant que le dragon qui a pris ses seins bien-aimés est revenu pour provoquer plus de destruction. Voyant son propre peuple trembler de peur, la traitant comme une bête insensée, Scylla s'effondre presque. Mais avant de vous perdre, Neroa, le thérapeute en service, lui dit de respirer et de les aborder comme il l'a toujours fait, récupérant le sang-froid en un clin d'œil. Scylla déclare à haute voix qu'elle est vraiment ce qu'il pense qu'elle est. Elle explique que sa transformation est le résultat d'un artefact maudit. Cela peut être annulé si un être cher vous donne un baiser et leur demande de vous aider. Mais au lieu d'un soulagement, elle est reçue avec des regards froids et suspects. Et le silence inconfortable disparaît enfin quand elle voit quelqu'un familier, l'évêque. La vieille dame qui l'a élevée en tant que fille est paralysée, regardant horrifiée ce que les saints sont devenus. Malgré cela, Scylla appelle à l'aide pour briser la malédiction. La vieille femme reste silencieuse, réfléchit, avant que ses lèvres ne s'inclinent lentement dans un sourire chaleureux, faisant croire à Naro que sa mission est enfin terminée. Mais dans l'instant suivant, des chaînes de glace acérées tombent autour de l'énorme corps de Scylla, le tenant au sol avec une force écrasante. L'évêque aimant eau salée se tourne vers les citoyens et leur ordonne de ne pas y être idiots. Elle déclare que le grand évêque en personne contiendra la bête qui a avalé ses seins, en volant sa voix et en la tenant dans son estomac. Le poids de la trahison atteint une soie comme un camion, tandis qu'il donne l'ordre de se décharger dans sa magie de glace sans pitié. Narova rassemble rapidement les pièces, réalisant que les soldats absurdement bien préparés, armés de magie de glace de haut niveau, chaque quart de travail. Il n'était pas une coïncidence. L'ancienne conspirase a tout planifié depuis le début, peu de temps après la plantation de l'artefact maudit dans la chambre de Scylla. Scylla et l'évêque le regardent comme s'il parlait idiot, mais Ginty confirme et appelle la vieille femme un excellent stratège. Tout commence à s'adapter, des soldats avec de la magie de glace parfaitement synchronisée, toujours prêts à renverser un dragon, à la façon dont l'évêque a manipulé la confiance profonde de Scylla. En faisant craindre les dragons avant tout. Naof expose l'ensemble du plan de l'évêque. Mais au lieu de se mettre en colère, Scylla demande si tout cela n'est pas un gros malentendu. Peut-être que l'évêque pensait vraiment qu'elle était un vrai dragon et l'a attaqué par peur. La vieille femme est silencieuse lorsqu'elle demande une explication. Pourquoi n'a-t-il pas vraiment de sens qu'elle ait armé ce programme juste pour se débarrasser du saint? Même avec les soldats demandant à la vieille femme de s'éloigner, elle avance lentement vers la caluille, se penchant de près. Elle donne enfin au Scylla un choc de la réalité et avoue qu'elle l'a toujours méprisé. Voir tout le monde répandre l'amour et les compliments dans les seins car leurs propres efforts pour le créer ont été ignorés était insupportable. Bishop blâme le crime odieux de voler sa renommée et de la faire ressembler à un PNJ avec son beau visage. Il semble que Scylla donne un coup de pied aux petits enfants des vieilles femmes. La femme demande si elle comprend enfin sa douleur. Avec cela, elle marche avec désinvolture alors que les soldats se préparent à attaquer. Lorsque l'évêque leur ordonne de ne laisser aucune trace, il invoque une tempête de poussière de diamants qui entoure le trio. Narova ne peut s'empêcher d'être impressionné par la force de Scylla alors qu'elle les protège de l'attaque magique. Même après des dommages émotionnels, cependant, avec sa température corporelle tombant plus vite que la crédibilité de Logan Paul après Cripasol, elle ne pourra pas supporter beaucoup plus. Jinx crie à Naroa de faire quelque chose avant Scylla fin, mais avant qu'il ne puisse mettre un plan. La foule commence à jeter des pierres sur le trio, ce qui fait que Narovia perçoit sérieusement que l'état de la malédiction et de la bête ne donne pas de pouvoir libre avec une transformation juridique comme il le pensait. Même quelque chose de simple car l'apparence peut apporter le pire des gens. Et le seul remède à cela est l'amour. Bien que Naroa ne soit pas une grande compréhension de l'amour, il est maintenant clair que la malédiction n'était pas seulement pour transformer quelqu'un, mais il a été fait pour payer la capacité d'être aimé. Voyant comment la dévotion s'est rapidement transformée en haine, notre garçon décide que Scylla en a assez et mérite quelque chose de mieux. Donc, il touche son épée, se jette dans les airs et la fouille dans le sol comme si c'était la dose qui monte. Jake observe choqué par la brutalité avec laquelle il monte, mais Nero rassure en disant qu'il a certainement tenu la vague. Au moins assez pour ne pas mettre fin à la vie de ces misérables. Alors que les soldats se remettent de l'impact de la vague de choc, Nerua se tourne vers Scylla et dit qu'il n'y a plus de raison d'y rester. Il s'excuse de ne pas avoir tenu sa promesse. Juste au moment où notre saint commence à sortir de sa coquille, le vieil homme frustré et ridé sort des décombres et jette la magie de la glace sur elle. Le vieil homme désespéré crie pour que ses soldats ne s'enroulent et ne mettent pas fin au dragon alors qu'elle est encore faible.
Cela fait perdre de la patience et elle dit à Naroa de tenir sa bière pendant qu'elle menace sa grand-mère manipulatrice et fait presque pisser la femme de peur. La vieille sorcière parle beaucoup de bêtises pleines de haine, mais la Scylla ferme la bouche avec un mouvement totalement inattendu. Un câlin attaquant mignon. Laissant tout le monde paralysé par un choc avec la torsion de l'intrigue. La foule continue de regarder dans un état de non-réaction, tandis que Narova empêche les chevaliers de courir pour sauver l'évêque. Les cris de Silly, dominés par la douleur qui a provoqué la mère adoptée. Ses larmes et ses paroles pleines de se sentir vibraient tout le monde, leur faisant se demander si elle est vraiment leur saint. La ride est gelée, ne croyant pas que la cellule, malgré toute la haine, a toujours un cœur si pur. Le doute se propage à travers la foule de l'accusation de la vieille sorcière, avant que l'évêque puisse se défendre. Azili s'excuse et jure qu'il ne reviendra jamais. Malheureusement, à ses yeux, elle dit à Naroa qu'il est temps d'aller et que le groupe décolle sur son dos. Forcée de quitter votre ville natale, Scylla jette un dernier coup d'œil à l'endroit qu'elle aimait tant. Plus tard dans la journée, Naroa se rend compte que Scylla ne va pas bien et lui demande d'atterrir. Elle le fait, mais non sans un spectacle d'automne. Après Anna Rova et nous remettons de l'impact douloureux, notre saint admet enfin qu'elle ne tient pas. Les larmes remplissent ses yeux alors qu'elle regrette comment le plan de Naroa pour la laisser embrasser ses proches échoués, surtout maintenant qu'elle comprend qu'elle ne les a jamais vraiment aimés. Son seul rôle était de maintenir leur fidélité à l'Église. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'il n'y a personne d'autre. La réalité bat durement notre héroïne comme un camion quand elle se rend compte que l'un des articles maudits qu'elle aimait tant était la dernière poussée qui l'a conduite directement vers le futur. Bien profond. En espérant compenser, Naroa lui demande si elle veut le rejoindre dans son voyage derrière l'équipement maudit. S'assurer que personne ne la jugera, car il est un putain de PNJ que personne n'appelle, et suggère qu'elle reste avec lui jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qu'elle aime vraiment. Quand elle demande pourquoi il est si gentil, notre héros dit qu'il ne supporte pas de voir une femme souffrir, surtout maintenant qu'elle est seule comme lui. Mais aussi parce qu'elle a le cœur le plus pur qu'il ait jamais connu. Avec un sourire doux, Noro ajoute que, sans sa forme humaine, il peut enfin voir son cœur doré et l'accepter tel qu'elle est. En écoutant cela, elle devient émotionnelle et embrasse le visage tout heureux de Naroa. Scylla, toute excitée, dit qu'elle a déjà trouvé la personne qu'elle aime, laissant notre Vierge complètement sans voix et guérissée comme une jeune fille passionnée. Naroa se rend compte que sa théorie sur la malédiction était vraie et que l'amour ne doit pas nécessairement être romantique. Mais ses pensées sont interrompues par notre saint, qui commence à rire timidement pour elle-même, disant qu'elle sera la mère de son bébé dans 9 mois. Elle commence à jouer avec lui, disant qu'il doit assumer des responsabilités et déclare avec désinvolture qu'il sera à côté de lui jusqu'à ce que la mort le sépare. Voir ces deux-là en commettant le crime dégoûtant de la main dans le public fait que Jinx vomit avec dégoût. 3 jours plus tard, notre héros arrive dans une ville éloignée du soleil sacré, chassant son prochain donjon. Mais dans la guilde, tous les yeux sont en lui, non pas à cause de son Shadioura, mais à cause de la beauté radicale qui se dirige vers lui avec une licence d'aventurier nouvellement impressionnée. Elle murmure timidement qu'elle aimerait Naroa de l'utiliser comme elle le voulait. Peu importe où elle va, elle ne peut pas éviter de voler la scène. J'espère que personne ne se rend compte qu'elle est une sainte, mais son image publique en tant que gars étrange avec la poupée peut gratter son image. Jinx tire l'oreille de Naroa, le sortant de sa zone d'Edream. Et dites-lui d'arrêter de baver et de bouger s'il est là-bas. Voyant cela, le Scylla monte pour le défendre contre la minuscule menace. Mais Jinx sourit et la taquine parce qu'elle ne sait même pas que notre garçon est un masochiste de cartes. Ne voulant pas rester derrière, le Scylla resserre ses joues pour s'affirmer comme la meilleure fille. Elle ignore ses plaintes et taquine en disant qu'il était né pour être son sous-absence. Voir les choses devenir incontrôlables trop vite. Jinx quitte Senna, l'appelant perverti. Senna change dans le trio traversant une forêt dense. Après avoir mis suffisamment de distance de la ville, Scylla trade à nouveau vers un dragon. Riant de la façon dont la transformation ne prend plus que 10 secondes après tant de formation. Avec la forme de la forme à volonté, il peut mettre le feu et voler dans le ciel. Bien que Noro soit un peu grincheux. Souhaitant que la condition d'embrasser un être cher valide encore quelque chose. Après une brève formation en transformation, Noroa se lève sur le dos de Scylla. Profitez du vol rafraîchissant car Jinx peut à peine tenir l'estomac. Le Scylla rit, soulignant comment Jinx et Mignon tous rétrécis dans le sweatshirt de Noroa. Mais le moment câlin s'effondre lorsque la poupée en crêpe commence à rêver fort de la déviation de la cire d'oreille.
Cela donne envie au Scylla que la guilde dégoûtante soit en mode hibernation en permanence, en prenant l'horreur de lui-même. Le Scylla change le sujet et demande pourquoi ils vont dans le comté de Mu. Il dit que son œil maudit a découvert le prochain équipement maudit là-bas. Mais aussi parce que ce comté est le paradis final pour des perdants tristes comme lui, qui bavent en équipement au lieu de vraies femmes. Le Scylla donne un moment de silence à ces lignes sans fin sur la façon dont tout l'équipement légendaire vient de là, se battant pour faire semblant de se soucier alors que Noroa voyage sur les pistes. Une fois que notre protagoniste enfin sa bouche de cils, il remercie la dame de l'avoir emmené à son infructueux jamais, mais leur voyage a soudainement pour quand il voit quelque chose d'étrange dans la forêt. Noroa jure qu'il vient de voir quelque chose et s'attend à ce que son objectif soit quelque part dans la forêt, car sa boussole ne dit pas s'il est sous la terre. À ce stade, Cilia a vu un groupe de chevaliers gardant une voiture répertoriée. Noru suppose qu'ils viennent du comté, tandis que Jinx, un Jinx nouvellement convenu et déroutant, reçoit un avertissement de garder les mains pour elle et de ne pas réaliser ses rêves étranges et dérangeants. Cela lui fait se demander s'il est vraiment la vierge qu'elle a prise dans la rue, et les deux commencent à se disputer jusqu'à ce que le Scylla entre au milieu, se souvenant que les chevaliers ont besoin d'aide. De nulle part, il voit une créature souriante avec des yeux monstrueux et des dents pointues derrière l'un des chevaliers. Le chevalier peut à peine éviter de devenir du bœuf haché, divertissant la dernière seconde avant de se retirer de la bête camouflée. Notre héros est étonné de la rapidité avec laquelle le monstre disparaît après avoir attaqué, tandis que le Scylla parie qui peut être la créature rayée connue sous le nom de Tertelion. Ces créatures sournoises sont des experts en embuscade, et leurs seules faiblesses exposées sont les yeux et la bouche. Tandis que le reste du corps est couvert par des échelles presque indestructibles. Pour aggraver les choses, les échelles sont difficiles comme stone, et seul le capitaine du chevalier semble avoir une épée de classification qui ne se brisera pas contre comme une branche, sans perdre de temps. Noroa se tourne vers sa dame dragon et déclare qu'il est temps pour le héros. Pendant ce temps, le chef de nuit reste en alerte, se préparant au prochain mouvement de Tertelion. Le Scylla atterrit fort, plus lourd que l'effondrement des tours jumelles. Tout le monde se tourne vers notre groupe suspect, mais notre héros lui souffle la poitrine et annonce fièrement qu'il est là pour sauver la journée. Le capitaine de nuit, cependant, le coupe sans hésitation, se demandant comment un perdant maigre pourrait tuer une bête qu'il ne peut même pas voir, sans trembler. Noroa active sa capacité de triche et sa boussole a combattu dans le monstre caché derrière deux chevaliers sans méfiance. Noroa déclare sa victoire au moment où il localise sa cible et ordonne aux chevaliers de s'ouvrir. Face à la chimère laide de devant, notre garçon ferme les yeux et entre en mode Zoro, coupant la tortue géante en deux parties parfaites. L'impact se répercute à travers la forêt, laissant un si grand cratère que Jinx se demande s'il supprimait la place de Google Maps. Après avoir vérifié si son épée s'est levée, notre protagoniste se tourne vers le capitaine de la nuit et demande si elle va bien. Elle garantit que ses blessures ne sont rien, mais ses hommes ont empiré. Réalisant qu'elle a oublié de se présenter, elle enlève son casque et se révèle être une beauté impressionnante appelée Sarah Lerilir. La mâchoire de Noroa tombe presque au sol. Voir que le capitaine des chevaliers renommé Mondio est une femme tellement pâle et se produit. Comme toujours, Jinx fait une grande impression. Laissant la seringue panique lorsque l'objet soi-disant inanimé parler se vante humblement que son esclave est un aventurier de rang qui la laisse de côté. Syrah a reconnu la force de Noroa et a demandé s'il était même humain. Pourquoi un dragon de cette taille ne suivrait-il jamais les ordres d'un faible et de modèle qui lui a été comme lui? Surtout quand ces hommes peuvent à peine apprivoiser petit. Notre héros a salué que Syrah était silencieux et n'a pas commencé à être gêné, car même les dragons domestiqués ne parlent pas, même si elle est déjà bien soupçonnée. À quatre pattes, tandis que le Syrah y a été examiné, quand le chevalier, curieux, il a demandé pourquoi le dragon était si obéissant. Noroa a souri de chant et a dit qu'il avait donné beaucoup d'amour à la bonne fille. Ce qui a fait passer notre saint aller directement aux ordures. Et avant qu'elle ne se rende compte, le Scylla marmonne que cela ne le dérangerait pas de l'appeler papa. Après un silence inconfortable, les deux essaient de faire de la Scylla la plus folle qu'elle était folle et que le dragon n'a rien dit. Noroa change alors le sujet et demande ce que font les chevaliers de l'équitation jusqu'à présent. Syrah explique que ce n'était qu'un petit revers et que leur véritable objectif est juste au fond de la forêt. Voir la confusion de Noroa. Le capitaine explique que sa mission est d'exterminer l'équipement clandestin de l'équipement, une gang de fous qui ont paniqué après un équipement maudit. Lorsque Noroa confirme que la cible est dans la forêt, il estime que le gang a ce qu'il recherche. Voyant que les chevaliers ont subi de lourdes pertes, Narua suggère de se retirer.
Mais Cyrus insiste sur le fait que le gang fait des dégâts dans la ville et ne peut plus ignorer. Naru regarde Syrah, dit qu'il ne peut pas retarder l'opération et se maudit parce qu'elle est encore plus inutile que ce remède pour sa dame, avant de déclarer du fond de son cœur à quel point elle déteste l'équipement maudit. Fatigué de l'avoir coulé, Naroa ressent un peu de pitié, réalisant que l'équipement maudit qu'il aime a causé de la douleur à quelqu'un. Après avoir ignoré la tentative ennuyeuse de Jing de soulager l'ambiance avec une blague sur sa cire d'oreille sentant pire que les chaussettes, Naroa propose d'entrer dans l'opération. Syrah est surpris, mais avec Jinx et Silima entrant dans la conversation, le capitaine de la nuit les accepte bien. Naroa sait que si la dame perçoit son épée maudite, surtout s'il détruit ses ennemis trop rapidement, il soulèvera des soupçons, alors il décide de se mélanger avec les chevaliers. Ce qui est plus sûr. La scène revient au bastion de la société clandestine juste profondément dans la forêt, que Scylla trouve très avancé pour un groupe aussi désordonné. Syrah délivre une potion à Naroa, le remerciant à nouveau. À ce moment-là, un chevalier s'approche d'elle pour avertir qu'ils sont prêts à attaquer. Scylla, montrant qu'elle est préparée, laisse échapper un rugissement câlin. Syrah, avec un look sérieux, dit à Naroa qu'elle compte sur lui. L'aventurier de la classe S avec cela, il avance d'abord vers Fort Alza, sachant que les chevaliers sont trop finis pour réagir si les ennemis utilisent les murs en leur faveur. Avec un seul coup gigantesque, les récits déchirent le grand mur, ouvrant le passage à Sœur Attaque avec ses troupes. Son attention se tourne vers la Dame de la Nuit. Cela détruit facilement les ennemis, grâce au fouet de classe Adla. 9 que Narua bave presque ce fouet, jusqu'à ce que le Siyu gifle son visage et le fait revenir à la réalité. Jinx se souvient rapidement de lui de se concentrer sur la sécurisation de l'équipement maudit, ce qui fait passer le groupe à la cible. Bientôt, ils atteignent une tour en décomposition, mais comme le Scylla ne peut pas rester coincé à cause de sa taille, Naroa la laisse faire attention. En entrant dans l'entrepôt, il rencontre ce qui ressemble à un paradis, un espace bondé. Alors que Narua bave dans les objets, un petit homme joufflu demande désespéré s'il est l'un des chevaliers. Le boss se rend immédiatement, se demandant qui a livré le jeu. Et défie Naro de deviner ce qui se trouve à l'intérieur de sa poitrine. Naro, eh bien, répond qu'il est un équipement maudit, laissant le patron secouer, avant de répondre. Se défier de deviner pourquoi il ne laissera pas aller clairement que Naro a maudit le patron pour avoir tenu l'équipement en otage et se moque qu'il a autant de cœur que les cheveux, c'est-à-dire aucun homme de main. Furieux, il insiste sur le fait qu'il sera le seul à toucher l'équipement, mais Narua le défie, brisant complètement ce qui semblait être la tentative la plus difficile du méchant. Surtout parce qu'il semble plus enthousiasmé par la première négociation d'otage que l'acte d'intimider. Le patron dit qu'il n'a pas peur parce qu'il est déjà condamné. Mais Naroa, fatigué de l'enroulement, signale à Jinx qu'il est temps pour elle de briller. Notre garçon se prépare à ramasser l'équipement dès que le vieil homme place, tandis que le patron continue de laisser tomber des menaces vides. En outre, Naroa ne peut pas masquer l'animation car l'équipement maudit est une épée et un bouclier en colère, Jinx le sortant de la transe que Naroa devrait être prêt à affronter avec son aiguille. Mais le potelet inverse la situation et rit, disant que son plan de génie était de jeter l'équipement dessus. Balzao commence à rire comme un fou en attendant que notre protagoniste trouve une mort douloureuse. Mais au lieu de cela, il est reçu par deux petites filles. Le menton du chef tombe presque au sol lorsque les filles se présentent comme SL et YM, faisant une séquence d'introduction qui révèle qu'ils se sont combinés pour former un goût. Narua fait un sourire moqueur à l'homme chauve, s'amusant avec l'idée que ces filles apparemment innocentes sont les horreurs avec lesquelles il doit faire face. Le gras panique et veut déjà courir, mais les jumeaux deviennent ce que Naro imagine même dans une gamme de papier. Sans réfléchir à deux fois, notre garçon envoie le joueur de potes volant directement à travers le mur jusqu'à ce qu'il frappe une tour à proximité. Pensant que le pire est passé, Narua donne un peu de paume aux filles. Mais au moment où le soulagement arrive, il perçoit quelque chose d'étrange et s'effondre soudainement sur le sol. Votre esprit fonctionne, soupçonnant le vieil homme au début. Mais le vrai problème est clair quand il se rend compte que chacun des jumeaux épuise 1,5% de sa vie à chaque seconde. Naroa oblige son cerveau rouillé à calculer rapidement et confirme qu'il mourra en 100 secondes. Le désespoir commence à prendre le relais pendant qu'il court pour prendre une potion de sac à dos. Mais avant de pouvoir faire n'importe quoi, les trois femmes ont paniqué quand elles voient leur héros s'évanouir. Au milieu de la confusion, la potion de Salvador s'échappe de sa main et se déverse sur le sol. L'esprit de notre héros se promène dans un souvenir enfoui de lui-même dans un laboratoire,
où il peut à peine entendre la conversation à l'extérieur. C'est un rêve que Naroa connaît très bien. Se répétant toujours de la même manière, avec une femme de famille disant qu'elle doit partir pour qu'il aide lorsqu'il se remet à nouveau, peu importe combien de fois il le revit. Termine toujours avec lui jurant pour sauver sa dame dont il ne se souvient même pas. La scène se transforme ensuite à son enfance quand il a été coincé sous des décombres, étant sauvé par un propriétaire d'équipement qui est devenu plus tard une figure paternelle pour lui, regardant son passé à l'intérieur du magasin de l'homme. Un sentiment étrange commence à le déranger, jusqu'à ce que la femme de ses rêves brise le silence et demande combien de temps il continuera de curler. Sa voix l'appelle plusieurs fois jusqu'à ce que Naro se réveille dans un lit king size qui a l'air trop luxueux pour un pauvre clochard sans argent. Il regarde autour de la pièce et ses yeux tombent sur Jinx, traversant sa liste de méthodes pour se réveiller, ce qui inclut apparemment le nez avec un assasium suffisant pour faire son âme à partir de son corps. Le petit gémit saute par surprise quand il bouge enfin. Mais au lieu de son salut à contre-cœur habituel, elle donne le froid à ignorer. Au lieu de cela, le Scylla affirme sa domination et se jette sur Naroa avec un câlin serré. Son visage rouge alors qu'elle célèbre le retour de sa conscience. La voyant le suffoquer comme une petite amie grudente, Jinx devient jaloux et saute également sur le dessus, se sentant étouffé entre les deux. Naroa a du mal à les repousser. Après avoir demandé combien de temps il était sorti, ils disent que c'était presque une journée entière et qu'ils étaient inquiets comme l'enfer. Il fait un sourire reconnaissant alors que les deux tournent rouges, bien que Jinx soit comme s'il s'en fichait ou avait passé toute la nuit à tenir sa main. L'écoute de cela fait que les souvenirs de Naroa reviennent avec tout, et il se souvient du moment où il s'est évanoui au milieu du combat. Lorsque l'équipement maudit a drainé sa vie au point qu'il aurait dû être mort depuis longtemps. Réalisant qu'aucun miracle ne l'a sauvé, notre protagoniste demande comment ils ont réussi à le garder en vie. Jinx explique qu'ils les ont forcés à coller des potions de guérison comme un marathon de Fortnite et des juges de chute jusqu'à ce qu'un chevalier livre un élément spécial qui tient la malédiction pour l'instant. Après cela, ils l'ont gardé dans une infusion sans fin de potions juste pour l'empêcher de sevrer. Scylla glousse, admettant que s'en tenir au format de dragon était un cauchemar. Il devait donc voler un baiser non consensuel pour revenir à la normale. Pas que Naof se plaint. Puis il laisse échapper la vraie question qu'il est dans sa tête. Où diable sont-ils? Scylla répond que Sarah a eu une place pour eux au Mutkunti Mansion, ce qui explique pourquoi tout ce qu'il y a si chic. Jinx, sans honte, lui demande tout de suite pour acheter un manoir digne de sa stature. Mais Naroa lui dit d'arrêter de se plaindre comme un chasseur d'or et appelle les jumeaux. Le petit duo timide jette un coup d'œil des seins. Mais elle les rassure, disant que Narova n'est pas le genre de visage qui mord, même s'il a l'air un peu crêpe quand il voit un équipement maudit. En entendant cela, les jumeaux baissent rapidement la tête et s'excusent d'une manière qu'ils peuvent voir à quel point ils sont désolés. Naroa, qui ne tient pas de rancune. Il se tape la tête avec ses mains pleines de poussière de fromage et dit qu'il n'a rien à s'excuser, car il n'avait aucun contrôle sur la malédiction. L'un des jumeaux est complètement confus par la rapidité avec laquelle il est parti. Alors que l'autre est suspect, pensant qu'il forçait tout calme et prévoit de décharger toute la frustration accumulée plus tard. Décidant qu'ils devront accepter leur sort, le duo illusoire se collant dans le lit de Naroa, le laissant en pleine panique, pensant qu'ils finiront par aller en prison pour cela. À sa grande surprise, ils ne font que rétrécir comme deux ours en peluche câlins. Bien que la chaleur soit bonne, il n'est pas encore nécessaire de savoir ce qu'ils essaient de se préparer. Avec la plus grande innocence, ils expliquent que la sœur aînée Jinx a déclaré que leur maître avait une faiblesse particulière pour les très petites filles. Là dans le coin, Jinx explose presque si fière de Malcia elle-même. Après avoir giflé la tête, Noro émane de cette énergie vierge et essaie d'envoyer toutes les filles de son lit. En difficulté tellement que cela finit par frapper sur toute l'étagère de potions. À ce stade, Sarah entre dans la pièce, l'air vraiment inquiet pour lui, juste pour trouver notre héros dans une demi-position, digne d'une peine de prison. Puis elle esquive rapidement de la pièce, s'excusant d'avoir interrompu un moment heureux. Après avoir expliqué la petite catastrophe, Naroa s'approfondit encore plus dans la tombe, disant fièrement qu'elle préfère passer son moment heureux avec une belle armure qu'avec une vraie femme. Le capitaine de nuit ignore le commentaire suspect et confirme s'il est meilleur avec la potion de guérison. Naroa garantit que tout va bien et merci pour l'aide, mais elle insiste sur le fait que sa dette avec lui est beaucoup plus grande, et même être amie avec un gars S-rank est déjà quelque chose de grand. Comme il est.
Puis elle donne presque une crise cardiaque en posant des questions sur sa relation avec les filles dispersées sur ses genoux. Son cerveau donne une inclinaison pendant qu'il essaie d'expliquer qu'ils ne sont pas des équipements maudits. Ce que Sarah déteste. À sa grande surprise, Syrah dit qu'elle sait déjà comment il les a protégés du poison mortel et admet que sa tige a fait accélérer son cœur. Noroha ne suit que le jeu, attrapant le clin d'œil de Jinx qui confirme qu'elle le soutient. Sarah explique alors que ses pieds ont même impressionné le comte de la Muette. Il est donc libre de rester dans son manoir aussi longtemps qu'il le souhaite. Peu de temps après, une femme de chambre interrompt la Syrah avec la nouvelle que Lady Lass l'appelle. Sarah dit au revoir à Noroha et lui dit de profiter du temps. Ce qui lui fait penser que quelque chose de sérieux a dû apparaître. Décidant de profiter de son hospitalité, notre protagoniste dit à Scylla que les gouttelettes contenues de potions de santé devraient lui donner suffisamment de temps pour gagner une solution à l'état maudit de la boue. S'il ne commence pas à montrer des signes de récupération, les autres commenceront à se méfier et à découvrir la vérité sur la paire maudite. De plus, le siège de Blue Liquor ne s'arrêtera pas s'il a été le temps de tuer des monstres. Et finalement, cela coûtera sa vie. Scylla convient qu'être connecté à un sérum pour toujours n'est pas une vraie solution. Et après avoir ignoré les stupides suggestions de Jinx, Noroha demande aux filles de l'aider à trouver un moyen de sortir de cette confusion. À ce stade, un sourire espiègle apparaît sur le visage de Jinx, qui révèle sa brillante idée de combattre le feu avec le feu. Cela a du sens pour Noroha, puisque cette approche a toujours travaillé avec lui auparavant, et il refuse d'admettre qu'un équipement maudit qu'il ne peut pas maîtriser. Excitant, les filles le dépêchent d'activer l'œil de la boussole, mais Naova demande calme et se souvient qu'il est limité par le nombre de potions qu'il peut prendre. Après que Jinx soutient qu'il n'y a aucun problème à chercher un petit rayon, Noroha grandit. Il faut du courage et ordonne à votre œil maudit de scanner une centaine de mètres. Souriant comme un petit démon. Jinx se moquant de lui. Il dit qu'il vient de prouver sa mentalité de commun car cette foudre est dans l'énorme manoir. Mais avant de pouvoir discuter, l'œil de Noroha met soudainement quelque chose et il se fige en place. Il semble que l'œil maudit a pris une piste d'un équipement maudit de près. Pendant ce temps, Sarah arrive à la porte de Lady Leia, qui s'excuse de l'avoir appelée sans préavis. Lorsque Sarah commande son habitude d'utiliser des histoires fantastiques comme une évasion, Lady Leia ferme le livre avec la colère et change le sujet. Armée d'un fouet, Syrah devient sérieux. Comme si quelque chose de très mauvais se produirait. D'un autre côté, Noroha se rend compte que l'artefact est plus proche qu'il ne l'imaginait, ce qui n'a aucun sens, car ce manoir appartient à une noble dame. Le visage de Scylla pâlit de pensée. Et Jinx est suspect, car il est pratiquement légal d'avoir ces artefacts. Scylla saute ensuite vers la pire conclusion possible, pensant que Scylla et le reste ne sont peut-être pas que Innocent et Narova pourraient se retrouver sur leur liste de cibles. Donc, notre héros trouve enfin le courage, 2 jours plus tard, de quitter la pièce discrètement, le style économique de réponse. En attendant de découvrir qui utilise l'équipement maudit. Il demande à Scylla de le couvrir, mais au moment où il part, il peut l'entendre fondre par l'odeur de son joueur. Bien qu'il ait fait semblant de ne pas s'en rendre compte, il s'avère que sa corde était, en fait, les jumeaux transformés. Avec ce résolu, Noroha suit sa mission principale et va au bâtiment principal du manoir silencieux. Connu qu'il n'aura aucun problème à passer par les gardes, car il a passé toute sa vie à esquiver des monstres comme un effrayant. Quand il arrive dans une pièce avec la lumière toujours allumée, il se demande comment il va entrer. Sachant que les potions se termineront bientôt, Jinx suggère qu'il jette un coup d'œil au moins avant de continuer. Les jumeaux l'entourent et en dessous, s'élevant comme une fusée. Cela lui donne une vision claire à travers la fenêtre d'une scène maudite de Lady Leza prenant une fessée de Sarah. Notre garçon peut à peine se contrôler, voyant une fine dame profiter de bonnes patchs dans ses fesses et fondre à chaque fois que Sarah se moque d'elle. Alors que Jinx demande pourquoi ils apprécient ce moment coquin dans la même pièce que l'équipement maudit, le curieux a commencé à mendier pour Noro de les laisser voir aussi. Il répond qu'il n'a rien à voir et décide de donner l'extérieur avant qu'il ne dorme avec ce cauchemar sur sa tête. Mais avant de pouvoir s'échapper, Syrah court vers la fenêtre et le voit à sa surprise. Elle agit très bien et se présente fièrement comme la maman zombie masquée qui rend justice à l'arrière pendant les heures sombres. À ce stade, Lady Leza se rend également compte que Noro est là. Donc sa vie est terminée. Ou c'est ce qu'il pensait. Au lieu de cela, Lady Leza s'excuse d'avoir vu son côté méchant et la dame masquée sert du thé sur la table comme si rien ne s'y avait roulé.
Lessa dit qu'elle est très heureuse d'avoir quelqu'un au-delà de la Syrah pour la première fois. Puis Noroha se présente poliment, suivi de sa courte brigade pour une raison quelconque. Syrah entre également, ignorant son acte de crone. Lessa dit qu'elle est impressionnée par son comportement. Mais notre héros s'en fiche en regardant la pièce. Essayant de savoir où se trouve l'équipement maudit, ses yeux s'arrêtent au collier Lessa. Il lui donne doucement la main autour de son cou et dit droit qu'elle n'a jamais vu une telle beauté dans sa vie. L'appeler une âme sœur. De toute évidence, il parle du collier noir épais qu'elle porte autour de son cou. La dame masquée tient immédiatement Noroha avant de pouvoir abandonner la lecture et demande quel mauvais acte il prévoit de faire avec son propriétaire innocent. Le Noroha et leurs bras croissants pourront-ils retirer ce collier maudit du noble Noctis? Commentaire, Jinx, si vous voulez la deuxième partie, pourquoi ne voulez-vous pas perdre ce qui se passe ensuite? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos. Comme toujours, je vous vois dans le prochain.